est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. L'heure est au consensus pour les syndicats lycéens ou alors un éclatement encore plus radical. C'est la question que nous nous posons dans le Grand JT aujourd'hui. Le 3 novembre dernier, d'anciens leaders des principaux mouvements ont décidé de s'unir pour n'en former qu'un. Alors quel avenir pour le syndicat des lycées? On en parle dès le début de cette émission. Vos enfants sont fascinés par l'océan, mais connaissent-ils les enjeux de sa protection? On en parlera avec le centre Nausicaa. Puis au lendemain de la marche contre l'antisémitisme qui a réuni près de 180 000 personnes en France, Guillaume Buan fera la lumière sur Anne Frank et son journal tristement célèbre. Guillaume, qu'on le retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour commencer, moins de 2 semaines après les chants antisémites dans le métro parisien, 8 mineurs ont été interpellés ce matin. Information révélée par nos confrères de BFM TV et du Parisien, des mineurs âgés de 11 à 16 ans. 2 d'entre eux étaient connus des services de police. Certains seront déférés d'ailleurs demain soir au parquet de Bobigny. Les autres le seront ce mercredi, cette fois-ci au parquet de Nanterre. Des arrestations qui concernent des faits de provocation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et on les voit dans le métro, on entend surtout plusieurs personnes crier « Vive la Palestine » ou encore « On est des nazis ». On est fiers. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait dénoncé des propos choquants, inadmissibles et indignes. Et hier, 182 000 personnes ont défilé en France contre l'antisémitisme, dont 100 000 personnes rien qu'à Paris. Plusieurs membres du gouvernement et responsables politiques étaient réunis derrière une banderole pour la République contre l'antisémitisme. Depuis la minute de silence organisée le 16 octobre pour Dominique Bernard et Samuel Paty, 183 élèves ne sont pas retournés en cours. Ils passent ces jours-ci en conseil de discipline. Et tous sont menacés d'exclusion. Mais la décision appartient uniquement au conseil de discipline dans le cadre d'une procédure très encadrée. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après le vote à bulletin secret de cette instance, composée de représentants de l'établissement, la direction, certains enseignants, de représentants de parents d'élèves et aussi de représentants des élèves. En cas d'exclusion définitive, l'élève mineur doit obligatoirement être rescolarisé. Poursuivons avec cet appel lancé par une vingtaine de femmes pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Elles décrivent la France comme un paradis des incesteurs et des pédocriminels dans une tribune publiée sur le site du Huffington Post. Parmi les signataires, la députée écologique Sandrine Rousseau ou encore Cécile Jeanne, comédienne, autrice et metteur en scène, ou encore la réalisatrice Andrea Bescon. Nos lois les protègent par le biais de la prescription pénale, écrivent-elles, condamnant le droit à l'oubli pour les agresseurs alors que les victimes conservent des traumatismes toute leur vie. Les crimes sexuels sur mineurs sont un crime contre l'humanité et nous avons le devoir de les rendre imprescriptibles. Voilà ce qui est écrit dans cette tribune. Elle déplore également le peu de condamnations dans ces affaires alors que seulement 4% des viols sur mineurs font l'objet de plaintes. Selon leurs données, 74% de ces plaintes sont classées sans suite. Une autre partie est déqualifiée et au total, seuls 10% des plaintes vont être jugées en cour d'assises. Alors en septembre dernier, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles avait notamment estimé que 160 000 enfants étaient victimes chaque année en France de violences sexuelles. Un rapport complet de cette étude et des préconisations doivent paraître d'ici une semaine. Direction le Pas-de-Calais où les établissements scolaires sont fermés ce lundi. Et au moins jusqu'à demain. C'est la conséquence des crues, des inondations de ces derniers jours dans le département. Sont concernées les crèches, les écoles maternelles élémentaires, les collèges, les lycées des 279 communes les plus touchées. Cela équivaut et représente 388 établissements. Il n'y a donc pas d'enseignement, mais les élèves pourront toutefois y être accueillis à chaque fois que cela s'avérera nécessaire, notamment pour les parents sans solution de garde, précise la préfecture. Un plan de continuité pédagogique est également mis en œuvre par les services de l'éducation nationale. Enfin, en ce lundi 13 novembre, triste anniversaire, les attentats de Paris. Un jardin mémoriel est en cours d'élaboration par les étudiants. Oui, ce sont ceux de l'école d'horticulture du Breuil, dans le bois de Vincennes. Au sol, une petite allée, des graminées, quelques fleurs blanches et des anémones du Japon. Il y aura également une stèle avec les noms des victimes de cette attaque. Le mémorial sera donc inauguré place Saint-Gervais, derrière l'hôtel de ville du 4e arrondissement de Paris, en 2025, 10 ans après les attaques terroristes qui ont fait, il faut le rappeler, près de 130 morts.
Merci Guillaume. Se réunir sous une organisation unitaire, c'est le projet de l'Union syndicale lycéenne, du jamais vu depuis les premières organisations lycéennes en 1987. Alors ce vendredi 3 novembre, eh bien, les anciens responsables, en tout cas plusieurs, de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne fidèle du mouvement national lycéen, le MNL, ainsi que de la Voix lycéenne, eh bien, ont annoncé la création de ce nouveau syndicat. Alors comment vont-ils s'organiser et quels sont les enjeux de cette nouvelle union? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur le plateau Ephraim Belleuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de la Voix lycéenne. On vous avait reçu déjà sur ce plateau. Merci d'être à nouveau avec nous. Vous êtes cofondateur de l'Union syndicale lycéenne, ainsi que Gwen Thomas Alves. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien président de la Fidèle et également porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Alors j'aimerais revenir, avant qu'on parle précisément de l'USL, revenir sur ce qu'est même un syndicat, en fait. À quoi ça sert? Pourquoi vous avez besoin de créer un syndicat? Pourquoi vous sentez cette nécessité auprès des étudiants de ce rapprochement? On va y venir, hein, cette union créée ensemble. Mais pourquoi l'essence même d'un syndicat est essentielle? Qui veut répondre? Si tu veux, après, de toute façon, on pourra toujours rebondir, mais dans l'historique, il y a toujours eu, depuis au moins 20-30 ans, des syndicats lycéens en France, et finalement, c'est devenu une nécessité parce que le lycéen remarqué qu'il y avait plusieurs attaques qui venaient du gouvernement, de l'éducation nationale, que ce soit parce que les lycéens perdaient des droits, parce que les lycéens perdaient des droits dans le monde du supérieur, dans le monde du travail, et que ça commençait dès le lycée. Ces réformes-là impactaient dès le lycée. On a pu se mobiliser à l'époque, c'était pour le contrat d'engagement jeune, il y a eu des grandes mobilisations. La dernière grosse mobilisation qui est apparue dans le syndicalisme lycéen, c'est à l'avènement de Parcoursup, où là on avait vu des grandes marches, des grandes vagues de blocus, et aujourd'hui ce mouvement-là se perpétue, et s'est perpétué via plusieurs syndicats lycéens qui existaient, donc la Voix lycéenne, la Fidèle, le MNL, et du coup il y avait 3 syndicats lycéens entre guillemets qui étaient plutôt d'accord entre eux, qui étaient là pour combattre un gouvernement qui justement venait reculer sur des sujets sur lesquels nous on avait avancé, et c'était une nécessité de pouvoir se battre. Mais alors la question c'était comment on va pouvoir se battre ensemble, parce qu'on a les mêmes idées. Et moi quand j'ai commencé mon engagement de là il y a 2 ans dans le syndicalisme lycéen, je ne savais pas encore très bien en fait ce que c'était, quoi rejoindre et pourquoi il y avait 3 syndicats lycéens qui défendaient la même chose et qui avaient à peu près les mêmes méthodes. Et aujourd'hui, maintenant, la question ne se pose plus puisqu'il n'y a qu'un principal syndicat lycéen qui est du coup l'Union syndicale lycéenne, qui est une unification de plusieurs syndicats lycéens locaux, nationaux et qui maintenant va pouvoir se lancer en décembre. Vous voulez dire qu'en fait les autres syndicats n'existent plus? Non, ce qui se passe, c'est que il y a... oui, en fait, ce qui se passe, on a voulu faire cette unification, nous, par la base. C'est un nouveau syndicat, en fait. Bien sûr, oui, c'est un nouveau syndicat. Avec, oui, c'est un petit peu différent, quand même. C'est pas 3 syndicats qui se réunissent pour n'en former qu'un en enrayant les 3 autres. C'est un nouveau syndicat. Avec une très grande partie des fédérations locales, des différents syndicats qui nous rejoignent, parce qu'on a vraiment voulu mettre l'union basée en fait sur les fédérations locales. Et c'est pour ça aussi qu'on a des syndicats locaux qui vont rejoindre cette union et d'autres qui vont encore rejoindre pendant notre congrès unificateur. Et ça nous semblait extrêmement important de ne pas avoir une sorte d'accord de direction qui nous semblait pas pertinent, puisque un des problèmes du syndicalisme lycéen jusqu'à aujourd'hui, c'était la bureaucratie qui régnait, alors que maintenant on a cette base et on a plusieurs instances qui font qu'on a une organisation qui est extrêmement démocratique et qui permet vraiment de mettre le niveau local au centre de nos préoccupations. Mais vous pensez que ce niveau local dont vous parlez précisément, il n'était pas là déjà avant ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous avez eu besoin de cette scission pour recréer finalement une nouvelle union ? Finalement, c'est même pas une scission. Le local a toujours été là et a toujours été présent. Mais le problème et le souci, c'est que on n'entendait pas assez le local et le local n'était pas assez relayé au national. Maintenant, ça va être vraiment aux fédérations de pouvoir relayer leurs sujets à eux, les sujets qui les concernent personnellement et même en fait localement tout simplement. Et ça va être la place réellement que avaient les syndicats locaux et les fédérations locales était finalement plutôt moindre par rapport à la place du national. Et maintenant, elle va être au devant de la scène et on va pouvoir réellement comprendre ce qui se passe dans le centre de la France, dans l'Est, en Bretagne ou dans les villes ou dans les grosses villes, ce qu'on ne comprenait pas réellement avant. Parce qu'il y a des problématiques locales qui sont très localisées finalement et tous les lycées n'ont pas les mêmes problèmes aujourd'hui, alors qu'on faisait beaucoup de mobilisation nationale auparavant.
Vous allez me dire évidemment que c'est une nouvelle union et qu'au contraire vous voulez réunir tout le monde, mais est-ce que ce n'est pas à l'inverse aussi une façon d'éclater encore plus le syndicalisme que de créer un nouveau syndicat ? Non, non, pour le coup, on ne pense pas, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire cette union, et pour le coup, ça a bien marché. On a réussi à avoir une majorité des fédérations locales, on devient l'unique principale force lycéenne aujourd'hui, et il y avait aussi un besoin, c'est qu'à la fois, on n'était pas entendu par le gouvernement, quand on avait plusieurs organisations qui restaient fortes, évidemment, mais on n'était pas entendu, en fait, par le gouvernement, et aujourd'hui, on espère être à la fois une vraie force lycéenne dans la rue, et également un interlocuteur auprès du gouvernement, qui nous semble aussi pertinent, c'est aussi le rôle d'un syndicat. Alors justement, le rôle d'un syndicat, pour être très clair, pour que tout le monde, tous ceux qui nous regardent effectivement suivent et comprennent bien, c'est évidemment le soutien aux étudiants, l'écoute et puis le combat que vous allez mener effectivement auprès des institutions. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu une logique qu'on garde et qui est toujours restée dans le syndicalisme lycéen. C'est un pied dans la rue, un pied dans les instances. Malheureusement, aujourd'hui, comme les instances fonctionnent très peu, on le voit d'ailleurs de manière démocratique avec les 16-49-3 qui ont eu lieu, avec les instances démocratiques lycéennes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, on passe plus de temps dans la rue forcément. Mais il y a un réel combat dans les instances et on veut continuer à le gagner. Et c'est en devenant une organisation de masse dans les instances qu'on peut gagner ce combat-là. Vous avez ce sentiment aujourd'hui plus que jamais que les droits des lycéens sont bafoués ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Dans quel cas ? Nous, il y a plusieurs choses qui nous montrent ça. Déjà, pendant la réforme des retraites, on a vu énormément de violences policières qui ont vraiment marqué les lycéennes et lycéens. Au début, c'était un problème qui était particulièrement concentré dans les banlieues, que ce soit des grandes métropoles. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça s'est vraiment répandu partout dans les manifestations spontanées qui avaient lieu après les manifs de l'intersyndicale, et également lors des blocus, quand on a une lycéenne qui se prend un coup de LBD qui a la rate explosée, quand on a un lycéen qui dénonce les violences policières le matin à la télé et qui ensuite part en garde à vue. Oui, c'est un problème, et c'est pour ça que nous, on a vraiment aussi voulu mettre ça au centre de nos sujets. Et pendant la réforme des retraites, on avait fait des communiqués avec la voix lycéenne quand j'étais à la Fidèle, pour dire qu'en fait, il fallait condamner le plus fermement possible et pouvoir laisser les syndicats, les lycéennes et lycéens s'exprimer et faire entendre leurs revendications. Quand vous étiez à la Fidèle, puisque vous en parlez, vos collègues, si je puis dire, les membres de la Fidèle qui étaient avec vous, étaient sur le même pas que vous. Vous vous sentiez un peu dissident déjà ? À quel moment ? Au moment justement de la réforme des retraites, au moment de ces violences policières que vous décrivez. Non, alors là pour le coup ça se passait très bien, il n'y a pas eu de soucis du tout. C'était aussi l'intérêt aussi pour nous de rester unis, ce qui nous semblait évident. On avait bien vu avec l'intersyndicale qu'il y avait une unité qui s'était créée avec des millions de personnes, on le sait très bien, et c'était très important pour nous d'avoir ce même cadre unitaire avec les autres syndicats lycéens et au sein même de notre organisation évidemment. Mais alors pourquoi quitter la Fidèle ? Parce qu'en fait, on pense que le syndicalisme lycéen a extrêmement bien fonctionné. On se rappelle de mai 68, il n'y en avait pas, mais la loi de Vaquet, on se rappelle du CPE, de Parcoursup, tu l'as très bien dit. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il atteint des limites et que, notamment à cause du pouvoir en place et notamment à cause de la montée aussi de l'extrême droite dans les lycées, et on pensait qu'avoir un vrai outil syndical majoritaire et fort était une vraie réponse à la problématique qui nous était donnée. Alors justement, on y vient. Vous dites, c'est un syndicat antifasciste, écologiste, féministe et collectiviste. J'aimerais qu'on détaille ensemble, effectivement. C'est des valeurs qui n'étaient pas portées, Ephraim Belleuil, avant par, effectivement, la voix lycéenne, non plus de votre côté, puisque, je le rappelle, vous avez été président aussi de la voix lycéenne. Finalement, ça a toujours été des valeurs qui ont été globalement portées par la voix lycéenne et même par la Fidèle. Cependant, elles n'ont pas été, je pense, assez mises au devant de la scène. Et quand on voit aujourd'hui les attaques que subissent les lycéens, et pas seulement le syndicalisme lycéen, et pas seulement un lycéen qui s'engage, on est obligé de prôner ces valeurs-là. Ce week-end, j'étais à Lyon. Donc j'ai pu faire la commémoration du 11 novembre, mais j'ai vu aussi des attaques de l'extrême droite avec des lycéens qui étaient dans des cortèges et qui sont fait attaquer par des fascistes, il faut le dire. Et aujourd'hui, on a une nécessité à devoir se défendre et à devoir former les lycéens sur en fait ces questions-là. Collectivistes, on a le devoir aujourd'hui de rassembler le plus les lycéens possible sur une base idéologique et sur la base locale. Et comme je vous l'ai dit, ces valeurs-là ont toujours été à peu près prônées, mais maintenant aujourd'hui elles vont être plus que prônées, ça va être les mots d'ordre de notre syndicat. Oui, des mots d'ordre qui sont forts quand même, parce qu'antifasciste c'est pas rien, attention, c'est-à-dire que vous donc condamnez un État qui serait donc fasciste, si je comprends bien, ou je saisis mal. Bien sûr, on condamnerait, oui, effectivement, tout État fasciste. Après, mais il est, vous considérez qu'il est fasciste ? La France ? Oui. Non. D'accord. Alors, pour lancer un syndicat antifasciste, c'est par rapport à qui ? Le fascisme c'est par rapport à la montée de l'extrême droite. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Quand on a regardé pendant les mouvements retraite, on a eu des blocus
où des lycéens se faisaient poursuivre à coups de batte de baseball par des gens cagoulés qui se revendiquaient du GUD, de groupuscules d'extrême droite. Et aujourd'hui, nous, ça nous a profondément choqués. Donc on est obligé, on ne peut pas oublier laisser là ces lycéens. Vous avez tellement déjà peu de lycéens qui s'engagent au lycée, on ne peut pas les laisser se faire frapper par des gens de l'extrême droite et leur dire bon bah c'est qu'exceptionnel. Non, ça se répète aujourd'hui, on a une réelle montée. Non, l'État n'est pas fasciste, mais il laisse le fascisme arriver. Et aujourd'hui, je le dis comme ça, le ministère de l'Intérieur ne prend pas assez de décisions sur l'extrême droite. Il les laisse se rassembler, se groupusculer dans des locaux, dans des bars, s'entraîner. Et nous, à côté, on n'a aucun moyen de défense. Et normalement, ceux qui sont censés nous défendre consentient avec l'extrême droite et limite, en fait, acceptent que l'extrême droite existe. Voilà, c'est là où je voulais en venir, effectivement. Quelle est l'influence d'un syndicat comme l'Union syndicale lycéenne que vous portez sur, justement, ce fascisme qui est là et dont vous parlez, hein, je ne fais que citer vos mots. Vous parlez donc écologiste, collectiviste, vous l'avez mentionné, et féministe. Aussi, une voix que vous portez, qui vous est chère. Bien sûr, non, en fait, pour être très honnête, c'était un vrai problème dans le syndicalisme lycéen pendant de nombreuses années, où le féminisme était une lutte qui était revendiquée, évidemment, mais qui n'était pas assez dans les organisations, au sein même de notre fonctionnement, etc. Pourquoi, selon vous ? Parce que, pour être très honnête, je pense qu'il y avait à la fois des problèmes d'ego et à la fois des problèmes de formation. C'est-à-dire que, on reste lycéen, c'est nos premières expériences politiques, et évidemment qu'on est confronté aux maux de la société, et on n'est pas épargné, nous non plus, par des cas de violences sexistes et sexuelles. Enfin, nous-mêmes, en tant qu'organisation de gauche, on n'est pas épargnés, et d'où l'intérêt de mettre vraiment le féminisme au cœur de nos actions, c'est de pouvoir justement changer ça et de laisser de la place aux femmes. Mais pourquoi, selon vous, peu de femmes, lycéennes et plus âgées aussi, mais ce serait pas engagés dans ces luttes-là? Finalement, on peut considérer que c'est systémique. Aujourd'hui, vous regardez dans la société, les gens qui s'engagent, vous avez des profils qui sont finalement, on retrouve toujours les mêmes profils et on retrouve très peu de femmes. Et c'est un réel problème. Ça n'a pas changé, ça? Et c'est un réel problème aujourd'hui. C'est en train de changer et on est en train de le faire changer via cette unification-là, parce que dans le bureau national, il sera plus que paritaire. Et on doit changer notre représentation aussi du monde syndical. Là, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a un problème. On est 2 hommes à représenter l'Union, mais vous nous réinviterez dans 2 mois. Avec un peu de chance, ce sera 2 femmes qui représenteront l'Union. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer. C'est justement en donnant des formations, non pas seulement à tous nos militants en disant voilà, vous êtes homme, donc vous vous sentez plus légitime à parler. Et finalement, c'est intériorisé dans la société aujourd'hui que une femme va se sentir moins légitime à parler qu'un homme, et elle va l'intérioriser elle-même. Donc c'est à nous de former, de faire des formations sur le féminisme, de dire que tout le monde a le droit et tout le monde est égaux pour prendre la parole, pour représenter. Et aujourd'hui, même en fait, dans les organisations de gauche qui sont censées se revendiquer le plus féministe possible, on retrouve encore ces problèmes systémiques. Et on essaye de contrer un peu cet effet-là. Combien d'adhérents à l'USL pour l'instant? Donc l'Union, elle va représenter 3500 adhérents et on va être présent sur 60% du territoire. Sur 3500 adhérents, combien de femmes? Alors là, on n'a pas les chiffres précis. Bizarrement. Étrangement, vous n'avez pas les chiffres. Non, si vous êtes féministe, comment vous n'avez pas les chiffres? Non, théoriquement, on n'a même pas les chiffres, on n'a même pas les âges, on n'a même pas les. Ce serait à regarder, je pense que, mais on a les tableaux, mais là, je les ai pas devant moi. Donc la prochaine fois, vous venez, vous aurez les chiffres, rassurez-moi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Comment a réagi donc d'un côté la Fidèle et de l'autre côté la Voix lycéenne lorsque vous avez décidé de monter l'Union syndicale lycéenne? Forcément, la question se pose. Nous, on avait prévenu en fait. Tout simplement, nous on avait eu une assemblée générale au sein de la Fidèle au moment où il y a eu quelques problématiques. Cette assemblée générale, on l'a reportée à 80%, des gens qui soutenaient la position que j'avais aussi avec Jasmine, qui était la secrétaire générale. Et en fait, ça nous semblait important. Ensuite, on est parti voir nos fédérations locales, on leur a expliqué le projet d'union, pourquoi c'était important pour nous. Et en fait, on a été suivis par la quasi-totalité de nos fédérations locales et de nos militantes et militants. Et donc, nous sommes très cohérents, et pour le coup, oui, il y a à la fois une Fidèle qui est contrôlée par une organisation extérieure et qui va continuer, mais en fait, elle représente qu'elle-même en réalité. Même côté de la Voix lycéenne? Nous, la Voix lycéenne, c'est l'entièreté de la Voix lycéenne qui rejoint l'Union. C'est-à-dire que c'était vraiment une volonté de la base, pas seulement des cadres de la Voix lycéenne. Moi, quand je suis arrivé à la Voix lycéenne, je vous ai dit, en étant militant, j'ai toujours été pour l'Union. Et une fois arrivé au bureau national, j'ai continué à militer pour cette Union-là, et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul et qu'il y avait même des gens qui militaient plus que moi sur justement une unification lycéenne. Et quand on a proposé justement cette union, on avait des gens qui étaient très contents, ravis de pouvoir rejoindre en fait un mouvement de masse. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui la Voix lycéenne n'existe plus, parce que toutes les fédérations de la Voix lycéenne
vont rejoindre et ont rejoint en fait l'Union syndicale lycéenne. Vous parlez de l'USL, syndicat de gauche. Ouais. Ça veut dire que donc ce n'est pas apolitique ou ça l'est quand même? Ah non, nous, on n'a jamais revendiqué contre la politique. Être apolitique, ça veut dire qu'on n'aurait aucune prise de position politique. Alors que oui, un syndicat fait de la politique et parce il porte des idées. En revanche, on reste à partisan, ce qui est pour nous extrêmement important, d'avoir une indépendance du syndicalisme lycéen vis-à-vis de toute force extérieure qui ne serait pas lycéenne. Ça nous semble extrêmement important. Oui. Donc indépendant aussi de la gauche et de l'extrême gauche française, sûr, totalement. En termes de partis politiques. D'accord. Et le financement du syndicat, il y a des subventions? Alors, on n'a pas de subvention de la part du ministère depuis l'affaire Avenir lycéen où on touchait de l'argent. On n'en a plus, et donc maintenant on va se tourner en fait vers les syndicats professionnels et non pas vers un seul, bien sûr avec les cotisations, et non pas vers un seul syndicat professionnel, mais vers plusieurs syndicats professionnels pour toujours garantir notre indépendance. Alors des combats, évidemment, j'imagine que vous en avez beaucoup, ils sont nombreux, on en parle évidemment tous les jours ici, vous le savez, sur le Grand JT. Vous avez parlé évidemment des violences policières, c'était un des premiers sujets que vous avez évoqués. D'autres sujets qui reviennent très souvent dans les interviews, c'est la réforme du bac. La réforme du bac vous a posé problème. Quelle est votre position dessus et quel est le combat, la lutte que vous allez mener sur la réforme du bac? Qui veut répondre? Ephraim, Je peux commencer et puis il peut rebondir. Allez-y. Mais la réforme du bac, ça a toujours été un souci et en fait, elle a été créée pour aller dans le calendrier de Parcoursup. Donc elle a été en fait créée en même temps que Parcoursup. Donc c'est quelque chose qui va avec Parcoursup. Lorsqu'on est profondément contre Parcoursup, on est profondément contre la réforme du bac. Oui, mais qu'est-ce que vous portez? C'est le niveau c'est l'évaluation, le niveau, réévaluer le niveau du bac, c'est quoi le sujet? C'est même pas aujourd'hui, on revendique un bac qui soit national, qui soit le même pour tous. Aujourd'hui, vous passez pas le même bac lorsque vous êtes dans un lycée de banlieue, dans un lycée de ville, dans un lycée rural, parce que vous n'avez pas les mêmes spécialités, vous n'avez pas les mêmes dotations horaires globales, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes heures et pas les mêmes options selon le budget et selon l'endroit où vous êtes. Donc aujourd'hui, c'est faux de dire qu'il y a un bac national. Vous avez toujours quelqu'un qui va être priorisé par rapport à vous et c'est souvent selon le milieu socio-géographique. D'accord, c'est l'inégalité face à l'apprentissage en fait que vous dénoncez. Et surtout un grand milieu d'anxiété et de stress qui est provoqué finalement par cette réforme du bac-là. On se souvient, sans notre mobilisation, le bac n'aurait pas été décalé en juin. Avant, c'était en mars. C'était en même temps que la rédaction des lettres de Parcoursup, en même temps que les choix. Bon, maintenant, le fait d'avoir décalé en juin avec Parcoursup qui est toujours présent, je suis pas sûr que ce soit encore une bonne idée. D'être revenu finalement au mois de juin. Oui, d'être revenu au mois de juin, je suis pas sûr que ce soit finalement la meilleure idée qui a été faite, mais c'est déjà mieux qu'en mars. Et ça a toujours été une de nos revendications principales, puisque je vous dis, on se bat pour les lycéens, et le but d'un lycéen, c'est d'obtenir son bac. Le SNU, Service National Universel. Quel est le problème du SNU? Le SNU, en fait, le problème, c'est qu'on parle de camps que nous, on considère comme militaires, puisque on a là-bas des formations avec les corps armés, et nous, on considère que l'émancipation qui est prônée par le gouvernement quand il parle du SNU ne passe pas, en fait, par les corps armés. Évidemment que si des lycéennes et lycéens veulent devenir militaires, ils ont cette possibilité-là, et c'est pour ça qu'il y a le SMV, le service militaire volontaire, qui est en place à partir de 18 ans. En revanche, le SNU qui veut être rendu obligatoire par Madame Prisca-Thévenot nous semble incohérent, en fait, avec les valeurs même de l'école, qui sont l'émancipation, l'égalité, qui aujourd'hui n'est pas le cas avec le SNU, où on voit très bien que c'est des enfants de militaires ou alors de très bons élèves qui y vont. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec ce programme qui est mis en place, qui sert juste à délocaliser l'école dans un autre endroit et qui, comme le disait Emmanuel Macron, permet juste de reciviliser les banlieues après les révoltes urbaines qu'il y avait eu en mémoire à Naël. Vous parlez aussi beaucoup de précarité étudiante et on le sait, elle est malheureusement très très importante. Elle l'était depuis malheureusement beaucoup de générations, mais sans cesse on en a reparlé et beaucoup ici. Plusieurs initiatives à la fois du gouvernement, de syndicats, d'associations, beaucoup effectivement ont été faites pour pouvoir soulager les étudiants, mais malheureusement on voit quand même que le drame est là, à la fois pour se nourrir, mais aussi pour se loger. Quelles sont les propositions et quel est le combat que vous menez l'un et l'autre au sein de l'Union syndicale lycéenne? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a demandé quelque chose, on nous donnait le quart et même pas la moitié. On a demandé un rehaussement des bourses, on nous a donné une petite réévaluation, alors que c'était clairement pas ce qu'on demandait. On demandait un vrai revenu d'allocation autonomie qui peut permettre aux étudiants de pouvoir se concentrer entièrement sur leurs études et pas devoir chercher un boulot, travailler jusqu'à pas d'heure et finalement louper ses partiels à la fin. Quel est le montant de ce revenu, juste pour qu'on se... Le montant de ce revenu, ça a été calculé en fonction de
nos besoins, c'est-à-dire payer un loyer, un peu à manger et pouvoir se soigner. C'est-à-dire, ça équivaut à 1100 € à peu près. Mais aussi, on peut parler du logement étudiant. Là, aujourd'hui, on va avoir une grande problématique avec les JO qui vont arriver. Déjà qu'on était en sous-effectif, vous avez un logement étudiant pour 16 demandes. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir vous allez avoir des étudiants qui vont être laissés de côté. Et là, d'autant plus avec les Jeux Olympiques de Paris, où on les délocalise pendant les vacances, donc ils ne vont pas pouvoir travailler, ils ne vont pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Alors, ou alors ils ne vont pas pouvoir faire de l'alternance. On demande à la décision du Crous effectivement de quitter leur domicile pour effectivement loger des personnes pour les JO. Et les seules choses qu'on leur donne en contrepartie, c'est 100 € et 2 places pour les Jeux Olympiques. On se rend compte de l'indécence du gouvernement aujourd'hui. C'est humiliant, c'est humiliant. Vous vous rendez compte que là, vous allez avoir des étudiants qui déjà galèrent et qui en fait avaient prévu une solution de secours pour pouvoir subvenir à leurs besoins cet été, et on leur supprime cette solution de secours, et là on leur donne 100 balles et un mars. C'est clairement de l'humiliation. La réforme du lycée professionnel, le lycée pro a toujours été vécu malheureusement comme une sorte de voie de garage pour certains, comme ce qu'on pourrait faire si jamais on ne savait pas trop quoi faire. Il y a un problème d'orientation manifeste qui s'opère dès la 3e a priori. On en parle beaucoup évidemment ici aussi du lycée pro, à tel point qu'on voit combien en plus les résultats au bac lycée pro sont très bons, que les élèves sortant de lycée pro pour la plupart trouvent un travail très facile. Donc, quel est le sujet que vous portez sur le lycée pro? Quelle est votre ambition? Non, pour nous, il y a effectivement besoin d'une réforme. On parle aujourd'hui d'une filière qui est méprisée par un très grand nombre, et pas seulement sous Emmanuel Macron, mais même bien avant, où en fait, effectivement, comme vous l'avez dit... Donc, grand nombre, vous dites que c'est par le gouvernement, donc du coup? Parce que méprisé par les parents, par les enfants, par par une grande classe, enfin une grande partie de la classe politique. Oui. Alors que nous, on considère que c'est une voie comme une autre et qui est très importante, parce qu'on a un pays aujourd'hui qui n'a pas vraiment de... Il y a beaucoup moins d'ouvriers en France par rapport à il y a longtemps, et on se retrouve dans une situation où on a besoin d'avoir un lycée professionnel qui se redynamise, et ça passe effectivement par une réforme. En revanche, la réforme qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement n'est pas conforme à nos attentes, en fait, parce qu'on parle là d'une réforme qui va juste payer des lycéens à hauteur de 2 € par heure, alors que le SMIC est à 11 € quand même, et qui va également faire en sorte que les lycéennes et lycéens auront en fait un socle commun, un socle de connaissances qui sera dégradé. L'intérêt de l'école, c'est d'avoir un socle de connaissances à 18 ans qui soit le même pour tous. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de réduire les cours fondamentaux, donc anglais, français, mathématiques, etc., au profit de PFMP, donc de stages en milieu professionnel, et en fait, ça ne nous convient pas, parce que nous, on considère qu'il faut absolument qu'il y ait de la culture qui soit mise dans ces cours-là, et cette culture-là passe par les cours de français, par les cours de mathématiques, par les cours d'histoire, etc., etc. Et trop donc de professionnalisation, si je peux me permettre, des lycéens, c'est ça? Trop de professionnalisation en entreprise surtout. Oui. Là, vous vous rendez compte que vous allez avoir jusqu'à 50% du temps en plus en entreprise, qui soit, disons, va être payé en plus par l'éducation nationale. Donc ça prend sur du budget de l'éducation nationale. Donc c'est finalement une réforme qui va, d'autant plus qu'on parlait de précarité, finalement précariser et habituer à cette précarité-là les jeunes. Parce que... Sauf si les jeunes étaient payés pour ces stages? Les gens sont payés pour. Réévaluer. Mais oui, si c'est réévalué, il faut une rémunération décente. Mais ce qu'il faut surtout, c'est relocaliser les milieux de stage. Avant, dans les lycées professionnels, vous avez beaucoup plus d'ateliers. Vous pouvez pratiquer la machine, pratiquer votre pratique, mais dans le lycée. Et là, aujourd'hui, on a délocalisé ces entraînements et ces pratiques-là hors du lycée. Ce qui fait que aussi, vous devez compter le temps de trajet. C'est pour ça que je pense que la réforme du permis de conduire à 17 ans les arrange bien, parce que maintenant, on transforme des simples lycéens qui vont pouvoir rentrer plus vite dans le milieu professionnel en finalement des futurs travailleurs précaires qui vont faire voiture, boulot, lycée, boulot, dodo. C'est finalement le même schéma, et c'est ce que cherche à faire le gouvernement, c'est trouver des bons, de la chair à pâté aux entreprises, des bons petits lycéens dociles qui n'auront pas le socle de connaissances pour pouvoir comprendre l'actualité, des choses comme ça, parce que c'est des matières qui sont très importantes qui sont retirées. On parle d'histoire, avant c'était la philosophie qui était retirée, c'est des matières qui sont finalement primordiales pour comprendre la société. C'est ça. D'accord, oui, je vous entends. Beaucoup de combats, évidemment, malheureusement, le temps nous est restreint, mais vous portez aussi votre combat sur l'uniforme, sur l'éco-anxiété. On a parlé du féminisme, effectivement, et des violences policières. Vous pouvez retrouver, j'imagine, vos luttes, vos combats, en tout cas vos idées sur le portail de l'USL, mais... pour l'heure, malheureusement, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ephraim Belleuil. Je rappelle que vous êtes donc cofondateur de l'USL et ancien président de la Voix lycéenne. Et Gwen Thomas-Alves, merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous, ancien président de la FIDEL et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Merci. Plein de bonnes choses pour vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.
Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, 19 à 23 millions de tonnes de plastique arrivent chaque année dans les eaux de notre planète. C'est absolument considérable. Le réchauffement climatique impacte les calottes du Groenland et de l'Antarctique qui ont perdu près de 500 milliards de tonnes par an depuis l'an 2000. Alors pour éviter que la nouvelle génération reproduise les mêmes erreurs que leurs aînés, eh bien il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge à la préservation des océans. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Katie Masset. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable pédagogique à Nausicaa, le Centre national de la mer, mais également le plus grand aquarium d'Europe. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, exactement. On est situé à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer, exactement. Nausicaa, alors, existe depuis plus de 30 ans, je crois. Un partenariat avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous réalisez, j'imagine, des animations pédagogiques pour toutes les classes qui veulent se rendre à Nausicaa. C'est exactement ça. Avec des médiateurs scientifiques, on propose des animations pédagogiques de la maternelle jusqu'à l'université. Donc voilà, pour les étudiants. Alors comment ça s'organise justement ces fameux ateliers ou animations pédagogiques? Parce qu'au-delà des yeux émerveillés des élèves qui ont la chance de s'y rendre et de toutes les familles en manière générale, comment vous pouvez organiser justement ces ateliers pour pouvoir marquer les élèves sur l'impact écologique? Eh bien, on a inauguré ce mois-ci un nouvel espace dédié à la jeunesse qui s'appelle la Blue Academy. Donc, on a plusieurs salles d'activité qui sont par tranche d'âge, des salles pour les tout petits, pour les maternelles, des salles pour expérimenter avec des microscopes, avec des tablettes, un atelier aussi pour les étudiants. L'idée, c'est de vraiment, avec les médiateurs scientifiques, de pouvoir identifier les sujets qui les intéressent avec leurs enseignants et de répondre grâce à des activités créées avec des enseignants missionnés de l'éducation nationale avec lesquels on travaille. Comment vous avez conçu ces ateliers? Vous parlez des médiateurs scientifiques. J'imagine qu'il y a des chercheurs, des spécialistes des océans aussi qui ont travaillé avec vous pour pouvoir définir les thématiques précisément. Oui, c'est le travail des enseignants missionnés de nous mettre en lien avec les programmes de l'éducation nationale. Et ici, on a des conseillers scientifiques, plus les médiateurs scientifiques. Et on a vraiment un travail d'équipe
pour pouvoir élaborer des animations pédagogiques qui répondent à la demande des enseignants et évidemment en lien avec tous les âges. Comment vous expliquez que l'engouement à la fois des Français, pour ne parler que de nous, avec les animaux de compagnie, les animaux domestiques en général, et pourtant tout d'un coup ce recul, cette problématique justement d'être concerné par la faune et la flore, et en l'occurrence l'océan et les poissons, pour de manière générale comprendre les enjeux climatiques? C'est important, je pense qu'il y a une méconnaissance des océans et je pense que voilà, ça c'est je dirais à divulguer au plus grand nombre et dès le plus jeune âge, parce que l'océan est méconnu, alors que l'océan c'est beau et les bienfaits que ça nous apporte dans notre vie de tous les jours, c'est important. Et ça n'est pas connu, que l'océan nous fournit pour moitié le dioxygène qu'on respire, qu'il nous fournit en eau, en protéines, on l'utilise chaque jour, même en vivant loin de la mer. Et il faut le montrer, ça, montrer qu'il est beau, qu'il y a des écosystèmes, que les animaux sont surprenants, plus les uns que les autres, et montrer tout ce que ça nous apporte. Alors évidemment, on est tous émerveillés quand on voit ces animaux sublimes, mais certains, bien sûr, ne sont pas d'accord avec ça. On le voit depuis quelques années, certains zoos et aquariums, ou même de manière générale, sont décriés. Les associations de protection des animaux tapent du poing sur la table en justement disant qu'ils ne veulent plus que les animaux soient arrachés à leur milieu naturel. Comment vous réagissez à cela, alors que j'imagine vous êtes au contraire pour la protection de ces animaux? En fait, je pense qu'il y a du pour et du contre de chaque côté. Et nous, ce qu'on aimerait justement aux jeunes qui viennent ici, c'est justement leur éveiller l'esprit critique, qu'ils se fassent leur propre avis. Il y a presque 1 million de visiteurs à Nausicaa chaque année qui n'auraient pas accès à ces connaissances-là. Ça passe par l'émerveillement, ça passe par le lien à l'animal. Quand on commence à s'émerveiller, à comprendre, c'est là où on a envie de s'engager, où on a envie d'agir. Et pour ça, le lieu, la muséographie, la Blue Academy, ce qu'on ressent quand on visite Nausicaa, c'est là où ça devient fort et où on a envie de s'engager pour les océans. C'est toujours pareil, il s'agit aussi de sensibiliser les parents à cela, car les enfants ont encore les yeux d'enfants et les parents peut-être un peu moins. Est-ce que vous proposez aussi, j'allais dire, des ateliers quelque part pour les parents ou une façon de les sensibiliser différemment ? Oui, donc à cette Blue Academy, on va accueillir les scolaires, mais on va aussi accueillir les familles. Donc on propose des animations pédagogiques pour les familles, pour les petits, pour voilà, les 6-10 ans, pour les plus de 10 ans. Et il y a cet espace engagement justement pour les amener à avoir envie de mettre des défis en place avec leur famille et aller plus loin, pourquoi pas de devenir des ambassadeurs. Donc on peut vivre des contes, on peut expérimenter, on peut créer aussi, parce qu'on ne fait pas que des sciences à Nausicaa, on fait aussi des ateliers artistiques en famille. L'idée, c'est de se challenger et de vivre un bon moment, voilà, parents-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir précisément à Nausicaa comme animaux, comme animaux? Est-ce qu'on voit des requins marteaux, par exemple? Est-ce qu'on voit des baleines, des dauphins? Je ne sais pas. Et surtout, combien de temps ça prend une visite classique, sans parler de la Blue Academy? Alors non, on n'a pas tous ces animaux comme les dauphins, les baleines, les requins-baleines. On va trouver des espaces qui représentent la faune de la Manche, de la mer Méditerranée, de la haute mer aussi, des forêts de Kep. Donc il y a des tortues, il y a différents requins, requins zèbres, requins gris. On a les raies aussi, on a pas mal d'espèces de raies, dont la raie manta géante, qui sont issues voilà, de programmes de conservation. Donc on va rencontrer toutes ces espèces-là. Et je dirais, pour faire une visite confortable, il faudrait au moins 4h30. Ah oui, quand même, oui, c'est absolument énorme comme centre, formidable. Et donc, est-ce qu'il y a aussi, je me posais cette question, peut-être qu'elle n'a pas de sens, mais est-ce qu'il y a, à l'instar des gestes qui sauvent, il y a ces fameux gestes qui sauvent quand on est face, par exemple, vous parliez des tortues à l'instant, sur une plage, on voit une tortue, que faire? On ne sait absolument pas s'il faut la remettre dans son élément naturel, s'il ne faut pas la toucher. Comment agir? Est-ce que vous proposez aussi ce type de renseignements?
Alors généralement, le meilleur comportement, c'est de ne rien faire et de prévenir les secours parce que vous êtes devant un animal qui est sauvage et vous ne pouvez pas savoir sa réaction. Et donc voilà, il y a des associations spécialisées qui viennent en aide aux animaux qui sont échoués ou en détresse. Donc le premier réflexe, c'est justement de garder cette distance par rapport à l'animal et de prévenir tout de suite les secours, les pompiers ou un centre comme le nôtre qui allons faire le nécessaire derrière. Merci beaucoup. Alors, Nausicaa est ouvert tous les jours, chère Cathy Massé. Oui, 7 jours sur 7. Bon, ben voilà, vous savez, vous pouvez vous rendre maintenant à Boulogne-sur-Mer et visiter le plus grand aquarium d'Europe et donc le Centre national de la mer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cathy Massé, sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable pédagogique de Nausicaa. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique Lumière Sûre. 180 000 Français ont défilé hier dans toute la France contre l'antisémitisme, alors que ce type d'actes se multiplie dans tout le pays, bien surtout depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Aujourd'hui, pour votre chronique Lumière Sûre, Guillaume, vous allez nous parler d'Anne Frank et de son journal, de son livre « Jeune fille allemande, juive, déportée dans les camps lors de la Seconde Guerre mondiale ». Effectivement, Anne Frank, qui est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Elle a une sœur également de 3 ans son aînée. Son père, lui, est un ancien officier allemand décoré pendant la Première Guerre mondiale qui va ensuite devenir commerçant et chef d'entreprise, tandis que sa mère, elle, ne travaille pas. Alors, en Allemagne, la famille juive vit dans une communauté mixte de citoyens juifs et non juifs. Les enfants ont grandi également auprès de citoyens et d'amis de confession catholique, protestante ou encore de personnalités juives. Alors jusque-là tout va bien effectivement, mais rappelons quand même que nous sommes entre la Première et la Seconde Guerre mondiale et que Adolf Hitler et son parti nazi ont de plus en plus d'adeptes. Tout à fait. Et à ce moment-là, Hitler nourrit une haine féroce envers les juifs et les tient notamment pour responsables de la situation du pays, que ce soit économie ou encore pour le travail. En mars 1933, les élections pour renouveler le conseil municipal de Francfort voient le parti d'Hitler l'emporter. Des manifestations antisémites ont d'ailleurs lieu et Hitler joue avec ce sentiment. Du coup, la famille Frank commence à craindre pour sa sécurité. Il déménage en Allemagne. Quelle est la suite pour Pays-Bas, Anne... pardon. En Pays-Bas, oui. Quelle est la suite pour Anne et sa famille? Eh bien, Anne, elle s'adapte rapidement avec sa vie aux Pays-Bas. Elle apprend la langue déjà, elle se fait des amis, elle retourne à l'école. Mais le 1er septembre 1939, du haut de ses 10 ans, l'Allemagne en Asie envahit les Pays-Bas et lentement, les Allemands commencent à rendre la vie des Juifs de plus en plus difficile. Ils n'ont plus accès aux parcs publics, au cinéma ni au commerce. Par exemple, son père perd son commerce à cause d'une loi qui interdit les Juifs d'avoir leur propre entreprise. Et puis tous les enfants juifs qui fréquentent une école se retrouvent tout simplement ensemble. Et la répression nazie, on le sait, va de plus en plus loin. Oui, les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune qui prend la forme de l'étoile de David, le symbole du judaïsme et de protection, mais c'est aussi un dispositif de discrimination et de marquage qui est imposé par l'Allemagne nazie. Alors le 5 juillet 1942, la sœur d'Anne Frank reçoit une convocation pour venir travailler en Allemagne, mais ses parents se doutent qu'il s'agit là d'un prétexte. Ils décident donc de se cacher. Le père de famille aménage dans un appartement une annexe notamment pour se protéger. C'est à ce moment-là que Anne Frank décide de rédiger son journal? Tout à fait. Pour son 13e anniversaire, Anne Frank a donc reçu ce journal qu'elle a tout simplement demandé à son père. Elle décrit sa famille, ses amis, sa vie à l'école. Elle aborde les changements dont elle est témoin aussi depuis le début de l'occupation, car à la radio clandestine des Pays-Bas, le ministre de l'Éducation avait appelé les citoyens à conserver les journaux, les écrits pour relater de la souffrance qu'ils ont eue pendant cette guerre. Et Anne décide de retravailler ces journaux pour en faire un roman qui est titré L'Annexe. Tout a basculé en août 1944. Car là, le refuge a été découvert. Anne et les autres clandestins sont arrêtés. Les nazis déportent le groupe vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Et puis un peu plus tard, Anne et sa sœur sont transportés dans un autre camp. Eux, les parents restent à Auschwitz. Alors Anne, elle est atteinte du typhus. Et au mois de février 1945, Margot puis Anne décèdent. C'est son père qui est le seul survivant. Il retourne à l'annexe. Là, il récupère les plus de 300 pages manuscrites que sa fille a écrites. Il récupère son journal. Il lit qu'Anne rêve d'être romancière ou encore journaliste et qu'elle aurait aimé publier ce livre, ce que fait son père, car il a été convaincu par plusieurs amis. Le 25 juin 1945 paraît donc le journal d'Anne Frank avec un tirage de 3000 exemplaires, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le livre sera traduit en près de 70 langues. On a eu pas mal de théâtre aussi, de pièces de théâtre ou encore de films. Alors en 1960, l'annexe devient la maison
Anne Frank, toujours possible de la visiter d'ailleurs aujourd'hui. Et le journal, il est quand même vendu à quelques 30 millions d'exemplaires traduits dans 70 langues. Et en 2023, eh bien, est-ce que le livre est étudié à l'école? Il fait débat, ce livre, notamment aux États-Unis, au Texas, où il y a un professeur qui a été licencié pour avoir lu certains extraits jugés pornographique par les parents d'élèves. Cet extrait polémique est tiré en fait d'un roman graphique adapté de l'œuvre originale selon nos confrères du Huffington Post. Et en fait, ces passages coupés dans d'autres éditions contiennent entre autres une description du clitoris, du pénis, ainsi que l'attirance d'Anne Frank pour une autre fille. Les parents s'étaient tout simplement soulevés contre cela. En Allemagne, c'est la même chose. Des parents qui ont refusé que leurs enfants participent à une sortie scolaire dans un centre de concentration. Les professeurs avaient tout simplement prévu de lire cet ouvrage et d'en faire un débat. Alors, en France, le livre n'est pas au programme. On va dire que c'est entre guillemets au bon vouloir des professeurs et en fonction aussi du programme d'histoire, car la plupart du temps, quand la Première et la Seconde Guerre mondiale est évoquée, les professeurs de français aiment bien faire lire ce livre-là. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Julien Bing. Bonjour Julien. Bonjour Malika. Alors, tu es humoriste. Oui. Tu as commencé à faire ton petit trou en jouant dans les salles à Lille d'abord. Exactement. Tu faisais les premières parties d'humoristes bien connus comme Jérémy Crédville ou encore Marc-Antoine Lebret. Oui. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour ton spectacle à toi, toute la vérité, rien que la vérité ou presque. Exactement. Donc tu es en tournée avec dans toute la France? Oui, et à Paris toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est tous les mercredis au Palais des Glaces. Exactement, c'est ça. À quelle heure? 19h? 19h30, oui. Jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Et on va peut-être continuer, comme le spectacle se passe bien. On va peut-être prolonger toute l'année. Alors déjà, pourquoi il faut aller le voir, le spectacle? Mais il faut aller le voir parce que ce spectacle est, un spectacle incontournable de Paris. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le dis, mais voilà, les gens passent toujours un très bon moment. C'est d'une fraîcheur, ils viennent prendre une parenthèse heureuse. C'est un spectacle où on ne se prend pas la tête, où je raconte mes petites vérités du quotidien, où les gens se retrouvent, généralement, et je parle un peu de l'image qu'on essaie de renvoyer tout le temps. Parfois une fausse image, le fake self qu'on appelle en anglais, dans le sens où on essaie... Explain me. Dans le sens où on essaie toujours de se donner une bonne image. On essaie toujours de se donner une bonne image et en vérité on a tous des petites blessures, on a tous des petites imperfections, mais on essaie... Pourquoi tu me regardes en disant imperfection? Non, parce que... on a tous des imperfections. Sauf toi, peut-être. Mais mais c'est vrai qu'on a tous des petites choses à retravailler. Les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Les prochaines étapes, c'est un film avec DiCaprio et Brad Pitt. Mais non! C'est incroyable, c'est tombé ce matin. Les prochaines étapes, c'est déjà de continuer le spectacle. Peut-être un peu de médias qui vont arriver, notamment une belle émission qui s'appelle School TV. Souvenir d'écolier sur School TV. Souvenir d'écolier, bien évidemment, voilà. Et j'aimerais bien partir un peu sur les castings cinéma, parce que moi, là-bas, je suis comédien, je faisais du théâtre. Je fais du théâtre depuis l'enfance. Et voilà, je suis aussi sur Paris pour pousser quelques portes, notamment. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit retour dans le passé. Ouais. Retour à ton enfance. Donc tu as grandi où? J'ai grandi à Dunkerque, à Dunkirk. On dit Dunkirk. On dit Dunkirk. Moi, je dis Dunkirk, ça donne un petit côté américain. Ouais. Voilà, comme la ville n'a pas la meilleure pub, quoique l'image est en train de changer à mon grand plaisir. En plus, on a eu un film avec Christopher Nolan qui a été tourné là-bas, sur le débarquement. Donc, l'opération Dynamo, où j'ai eu la chance d'y participer. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis originaire de Dunkerque et j'aime ma ville. C'était comment ton enfance là-bas? Enfance heureuse, parents adorables. Je suis issu d'une fratrie j'ai 2 frères et j'ai que des bons souvenirs de mon enfance, si ce n'est peut-être une période où j'explique dans le spectacle où j'ai subi le harcèlement scolaire, qui a été un peu compliqué pour moi pendant ma scolarité de primaire. Ça a duré du CP jusqu'en 4e, l'année où je me suis fait opérer, où je me suis fait recoller les oreilles. CP 4e? Ouais, ça a été compliqué. Alors, c'est-à-dire que ça arrive comme ça de façon, ponctuelle, mais ça pouvait durer quelques mois. Et ça a été une période douloureuse. J'en parle parce que... C'est long quand même. Oui, c'est long. Alors après, attention, ça n'a pas été une phase de dépression du CP à la 4e, mais cette petite
particularité physique parfois m'embêtait à l'école. Tu te faisais harceler à cause de tes oreilles qui étaient décollées? Oui, non, mais oui, j'ai pas peur de le dire parce que c'est un sujet très actuel du moment. Et moi, quand j'entends beaucoup de choses, notamment de ce que vivent les enfants à l'heure actuelle, et encore, j'avais pas les réseaux, Malika, ça me touche beaucoup. Un harcèlement sur l'esthétique, en fait. C'était un harcèlement sur l'esthétique et après avec tout ce que ça comporte derrière, c'est-à-dire l'exclusion, le rejet, l'humiliation. Et encore une fois, je dis qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et heureusement d'ailleurs pour moi. Mais tu n'avais pas d'amis à l'époque? Alors, si, j'avais... Non, mais pour prendre ta défense. Non, mais justement, alors si, j'avais quand même quelques amis. Alors encore une fois, je précise que tout n'était pas noir et sombre, et l'enfance a été très heureuse. Mais dans ma scolarité, c'est vrai que cette école de primaire, voilà, j'ai eu des moments de tristesse aussi, oui. Mais regarde, maintenant je suis l'homme d'aujourd'hui et généralement les blessures d'hier te font une force aujourd'hui et ça c'est... Et on te disait quoi par exemple? On me parlait, on me disait forcément Dembo, parabole. Je raconte une anecdote que j'ai mise sur les réseaux sociaux, notamment la différence entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Il y avait un petit camarade qui m'avait dit les éléphants d'Afrique ont des grandes oreilles comme Julien. Et voilà, c'était tout des petites choses comme ça. Alors après, on part pas sur une ambiance très positive, Malika. Non, mais parce que c'est rien, quoi. Et à cet âge-là, ça devient ta douleur, ça devient... Oui, exactement. Mais encore une fois, ça m'a forcé, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de confiance. Parce que moi aussi, on me disait que j'avais les oreilles décollées. Ah, c'est vrai, alors pour le coup... Et je les ai cachées. Tu les as cachées. Ouais. Ben oui, les filles ont une chance, ils pouvaient faire détacher les cheveux. Mais sinon, après, voilà, tout ça, c'est du passé. Tu avais des frères, des sœurs? Oui, deux frères. Deux frères, on a 5 ans d'écart. J'ai un grand frère qui a 41, donc moi j'ai moins, et lui, le petit frère, a 5 ans. Toi, t'es au milieu en plus. Je suis au milieu, je suis l'enfant du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette place? L'enfant du milieu, c'est la place un petit peu, comment dire, je me souviens quand maman, on allait à la piscine avec mes 2 frères, maman elle disait à mon grand frère, tu surveilles bien ton petit frère Maxime. Et moi je disais, mais qui me surveille? Elle me dit, toi t'apprends à nager tout seul. C'est ça un peu l'enfant du milieu. C'est-à-dire que, non mais je plaisante. Tu t'es senti seul? Non, c'est pas vrai, parce que c'est pas vrai. C'est parce que maman m'a aimé comme mes 2 frères. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais je veux dire, cette place du milieu est un peu particulière, parce que moi je sais que mon frère déjà c'est une tête. C'est l'enfant, j'allais dire l'enfant parfait. Alors parfait dans cette façon d'avoir étudié, notamment parce qu'aujourd'hui il fait un très beau métier. Et mon petit frère c'est le dernier. Donc le dernier, il a toute la souplesse. Oui, on le dit tout le temps. Voilà, la souplesse que le premier n'a pas. Et le deuxième, c'est souvent, c'est peut-être un mélange des deux. Et peut-être celui qui se cherche le plus. Tu te cherchais beaucoup? Oui, je me suis beaucoup cherché. Je savais déjà ce que je voulais faire dès l'enfance. Je savais que je voulais faire un métier artistique. Mais je me pose beaucoup de questions. Je suis souvent en introspection sur moi-même, en réflexion sur le monde. Est-ce qu'il y avait déjà l'humour à ce moment-là? Oui, il y avait l'humour. Il y avait l'humour parce que ça m'a permis de dédramatiser tout ce que je vivais. Et c'est un moyen pour moi de casser la timidité que j'avais. Donc j'utilise l'humour pour me sortir de toutes les situations. Ouais. Et ça marche? Écoute, on verra à la fin de l'émission si tu me poses des questions un peu. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Julien Bing. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ce magazine, il est né récemment, en 2022. Donc c'était une volonté en début de mandat de mettre l'accent effectivement pour les élus du conseil départemental, de mettre l'accent auprès des jeunes. Vous le savez, aujourd'hui en matière éducative, le département est très présent auprès des collégiens et des collégiennes dans leur quotidien. C'est un acteur phare de la vie des collégiens. Il intervient au niveau de l'entretien, de la rénovation, de la construction des bâtiments, dans le fonctionnement également, bien entendu. Il intervient également auprès des jeunes dans le cadre de leur engagement associatif et citoyen. Et puis, bien entendu, également, on accompagne, dans le cadre de la politique solidarité départementale, on accompagne également les adolescents dans ce cadre-là.
Et donc, suite à ces références-là, on a souhaité effectivement les accompagner de façon plus précise pour les ouvrir vers le monde extérieur. Alors, le monde extérieur sans aller très loin, sur le monde qui les entoure localement, mais également à l'échelle de la France et à l'échelle de l'international également. Et puis l'enjeu, on y reviendra certainement tout à l'heure, c'était d'encourager leurs initiatives et puis favoriser de cette façon-là leur épanouissement au sein de leurs établissements. Mais il y a plein de termes donc, qui sont plus ou moins synonymes, comme surdoué ou HQI, on peut dire aussi. Et vous, si je vous ai bien lu, vous préférez HQI? Disons comme... C'est-à-dire QI comme quotient intellectuel, haut quotient intellectuel. Il y a beaucoup de discussions en fait, sur la bonne définition. Quand on dit haut potentiel intellectuel, au moins HQI, ça veut dire haut quotient intellectuel, ça veut dire haut QI. Donc là, c'est un truc objectif. Comme c'est la définition qu'on prend habituellement, disons, ça me paraît le plus simple. Justement, les tests de QI, ça indique quoi au juste? Ça mesure une sorte de compétence générale, alors qu'on peut appeler ça l'intelligence. Ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est exagéré, disons. Mais c'est vrai que c'est l'intelligence dans un certain sens. Certains psychologues parlent plutôt de facteur G, ça c'est un terme très général. G, vous allez nous définir le facteur G, voilà. Voilà, ça veut dire facteur général d'intelligence. D'accord. Donc c'est on donne une espèce de prédisposition à comprendre les choses plus rapidement et mieux que les autres. Voilà, c'est ça. Certains parlent aussi de puissance mentale, pour donner un terme un peu plus générique, disons, que intelligence, parce que chacun a sa propre définition. Et pour dire quand même les limites du QI, par exemple, il y a certaines choses comme la créativité, qu'on aimerait bien faire rentrer dans l'intelligence et qui sont pas bien mesurées par le QI, ou bien l'intelligence émotionnelle aussi. Oui, alors on avait parlé les HQE, voilà, les hauts quotients émotionnels. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses sur ces questions, mais ce sont des dimensions qui existent et qu'il faut prendre en considération. Et ce QI, quand on regarde les résultats des tests de QI dans la population, ça forme ce qu'on appelle une courbe de Gauss, une courbe en cloche. C'est-à-dire très peu de personnes qui ont un QI très mauvais, très peu de personnes également qui ont un QI très élevé et une distribution du reste de la population. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses qu'on peut mesurer. C'est un peu comme ça pour la taille, par exemple, ou pour beaucoup de résultats qui font intervenir. À chaque fois, en fait, qu'il y a beaucoup de petits éléments qu'on a mis ensemble, comme c'est le cas pour le QI, on obtient plus ou moins une courbe de cette forme-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, Sandrine, qu'en France, on n'apprend pas assez à apprendre? Est-ce que c'est ça le sujet, quelque part, qui est rencontré par les enfants? Alors moi, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est exactement ça, la difficulté. C'est que les enfants engrangent beaucoup de savoir, on leur apprend beaucoup de choses, et d'ailleurs peut-être beaucoup plus qu'il y a des années, puisqu'on veut qu'ils apprennent le chinois, on veut des cours de citoyenneté, on veut des cours un petit peu de tout. Donc ils ont beaucoup d'informations qui doivent rentrer dans leur cerveau, et pourtant, on ne leur a jamais donné de méthodologie pour apprendre à apprendre, on leur a jamais fait découvrir aussi des outils et des méthodes d'apprentissage qui pourraient leur correspondre plus ou moins, parce qu'en fait, il y a plein de méthodes d'apprentissage, et il n'y en a pas une qui est véritablement meilleure que l'autre. Il y a des outils et des méthodes qui vous correspondent et que vous allez pouvoir utiliser. Donc déjà, il faut les découvrir et surtout savoir comment fonctionne le cerveau pour pouvoir l'utiliser, le mobiliser au mieux. Alors justement, parmi ces méthodes, la transition est toute trouvée, dans votre livre, vous mettez à disposition des parents un cahier d'exercices, de réflexion, de méditation aussi et d'application. L'une de ces méthodes a retenu toute mon attention, ça s'appelle l'arbre de vie. En quelques mots, un exercice qui repose en fait sur l'idée de poser une intention sur un sujet. C'est ça, vous nous en dites plus? Exactement. Alors l'idée, c'est vraiment de poser une intention. L'arbre de vie, on peut le faire pour plein de choses différentes, mais donc c'est de poser déjà une intention et de se servir de cet arbre pour pouvoir dialoguer avec son enfant et l'aider à aller au fond de lui-même pour comprendre qui il est. Donc en fait, les racines du tronc, ce sont les racines dans lesquelles il puise pour se construire. Le tronc, ce sont ses valeurs intrinsèques, donc vraiment le faire réfléchir à quelles sont ses qualités intrinsèques. Et en gros, les branches, ce sont ses projets, son avenir, la façon dont il se projette. Donc c'est vrai que c'est un super exercice pour aider votre enfant à avoir un exercice d'introspection et surtout à se projeter aussi dans l'avenir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre sur le canal 217 de la box Orange, le canal 247 de la box Free, ainsi que sur scooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci aujourd'hui à la réalisation, c'est Romain Luc, le son c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage c'est Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.